Merci de choisir la première chaîne de télévision nationale. L'hépatite est une infection virale qui s'attaque au foie. Le virus se transmet par contact avec le sang ou lors d'un rapport sexuel non protégé. Des millions de personnes souffrent d'une infection chronique de la maladie, mais il faut noter également que lors des accouchements, les bébés dont les mamans sont porteuses du virus ne sont pas à l'abri. Quelles sont les dispositions, les précautions à prendre pour protéger des vies? Docteur Abdraman Ndjouria Diallo, hépato-gastro-entérologue, va éclairer notre lanterne. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Bonsoir, docteur. Merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre à nos questions et à celles des téléspectateurs, qui sera la deuxième partie de l'émission. Le numéro va s'afficher au bas de l'écran. Le 620 58 90 73. En attendant la libre antenne, nous allons poser quelques questions à notre spécialiste de l'hépatite et nous revenons à vous, docteur, juste après ceci. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur. 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment les hépatites. Comme je le disais, aujourd'hui, on va s'intéresser aux hépatites, mais particulièrement à l'hépatite B parmi les dizaines existantes, car elle est la plus fréquente chez les femmes enceintes. Alors d'abord, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est qu'une hépatite, docteur Ndjouria? En termes simples, merci d'abord de l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et l'hépatite, c'est une inflammation du parenchyme hépatique avec une nécrose des cellules hépatiques, une inflammation avec une mort locale progressive des cellules du foie. L'hépatite virale, il y a 5 sortes de virus, essentiellement virus A, B, C, delta et E, mais essentiellement chez nous, les hépatites B et C sont plus dangereuses, sont plus étudiées. Et en termes simples, l'hépatite A, le virus de l'hépatite A et le virus de l'hépatite E se transmettent à travers l'eau souillée, les aliments souillés, les aliments vendus ou bien exposés à l'air libre. À l'air libre, des mouches qui vont prendre les matières fécales, les saletés, les microbes, les virus viennent se déposer sur ces aliments, ou l'eau souillée, l'eau non propre. Alors l'hépatite B et C, delta, le virus delta, lui, il se greffe. Il n'y a pas d'hépatite delta isolée. Lui vient co-infecter le virus de l'hépatite B. Essentiellement, les virus B et C se transmettent, se retrouvent dans les sécrétions biologiques de l'homme. Sécrétions biologiques, sécrétions sexuelles, sperme, les pertes de la femme, et le sang, les urines, les selles, la salive, la sueur, les larmes, le lait maternel. Donc, liquide biologique de l'homme. Mais surtout aussi, une goutte de sang d'un porteur se déposant sur un matériel, par exemple une brosse à dents, une lame rasoir, un bistouri d'un chirurgien, les gants d'un gynécologue, le matériel de dentiste, un fibroscope qui n'est pas nettoyé, les aiguilles d'acupuncture, bref, tous les objets qui peuvent être contactés par une goutte de sang contaminée pourraient donner l'hépatite chez le receveur. D'accord. Ce qui veut dire que ce sont des maladies, non seulement des mensales, mais surtout des maladies dues à des problèmes à l'hôpital. Le sang qu'on transfuse, s'il n'est pas traité, on n'a pas dépisté, on n'a pas nettoyé le sang, on n'a pas dépisté le virus de l'hépatite B, C, HIV, ou bien les gens qui subissent l'hémodialyse, les gens qui ont une insuffisance rénale, on doit épurer le sang à travers un appareil spécial, ou bien les injections. Si je prends j'injecte avec une aiguille, une seringue, et je ne change pas l'aiguille là. Si se trouve que le premier malade a l'hépatite,
B ou C, je pourrais donner cette maladie à un autre que si je l'injectais avec une deuxième personne. Les personnes, les drogués, ceux qui utilisent les aiguilles intraveineuses, vous savez, à la drogue intraveineuse. Tout à fait, tout à fait. Les injections, ils prennent le groupe s'injectent avec une seule seringue. Les prisonniers... Les toxicomanes, on les appelle les toxicomanes. Ou bien les toxicomanes, il y a la paille, ils ont une paille, ils mettent ils inhalent la drogue avec une paille. Donc tout le groupe peut inhaler avec cette même paille. Donc l'excision, si on fait une excision ou bien une circoncision avec un seul C'est les couteau. pratiques même qu'on veut bannir. Voilà. Aujourd'hui, docteur Ndouria, on s'intéresse à l'hépatite B parce qu'elle est la plus fréquente chez les femmes enceintes. On dit souvent que les femmes en situation de famille sont soumises à cette analyse d'hépatite pendant leur grossesse car elles sont susceptibles de transmettre le virus au bébé. N'est-ce pas? Oui. Et puis, est-ce que cette même analyse est recommandée par endroit aux femmes de l'intérieur, les femmes vivant dans les régions reculées? Et quels sont les autres moyens de transmission? Votre question là renferme beaucoup de petites questions. Justement, on va aller pas à pas. Donc, on va parler des indications de traitement de l'hépatite B ou en général l'hépatite B. D'accord. L'hépatite B, vous avez dit que l'enfant, d'abord la maman porteuse, si une maman a ce virus dans son sang, non seulement elle peut donner ce virus à travers l'utérus, à travers le placenta, mais aussi, surtout à l'accouchement. Quand l'enfant sort, la filière, il y a beaucoup de sang, beaucoup de liquide. Mais aussi à l'allaitement. Le virus est contenu dans le lait maternel. En quatrième position, le contact fréquent. Le premier acte qu'une maman qui accouche fait, c'est embrasser son bébé. Donc, on embrasse le bébé avec la salive. Et nous avons dit que le virus de l'hépatite B se retrouve dans la salive. Non seulement la salive, mais quand elle met son enfant au dos. Il y a un auteur belge qui a dit que l'hépatite B se transmet en Afrique à travers la chaleur, la promiscuité, les lésions de grattage de la peau. Donc vous prenez votre bébé, c'est la chaleur, le contact, vous avez des boutons, vous avez le virus dans la sueur, l'enfant a des égratignures au niveau de la peau, donc le virus là peut passer à travers la sueur. Et cela est très important. Ce qui veut dire qu'il y a un dispositif, selon les guidelines, des normes internationales, mais surtout des dispositions pratiques. Comment normalement on doit traiter une hépatite B? Il faut tenir compte de la charge virale normale. Pour traiter une hépatite B, il y a des normes internationales, mais il y a surtout un consensus local, national qu'il faut dégager. Il faut des paramètres de biologie, des paramètres d'imagerie, c'est-à-dire il faut chercher la charge virale, il faut faire l'échographie du foie de la malade ou du malade, il faut un fibroscan, c'est-à-dire étudier l'élasticité du foie. Avant, on faisait une ponction, on prélevait des cellules du foie, on analysait en anapathe, mais maintenant cette pratique est presque abandonnée parce qu'elle est invasive, il y a beaucoup de risques. Donc maintenant c'est le fibroscan, si le malade est au stade 2, il y a des paramètres comme l'élastométrie, de fibrométrie, et surtout, il y a un dispositif spécial pour ce qui concerne les femmes en grossesse. Il faut dire d'abord, une femme en grossesse, elle est suivie au CPN, consultation prénatale. Il faut dépister normalement toutes les femmes qui viennent au CPN à l'hépatite B, l'hépatite C, normalement. Si une femme porte le virus B, cette femme-là a un suivi spécial. Il y a un protocole international qu'il faut suivre selon les moyens, selon les pays. D'abord, à partir du 6e mois, il y en a qui disent 3e trimestre, mais à partir du 6e mois, il faut soumettre à cette femme le tenofovir. Le tenofovir, c'est le médicament validé, proposé par l'OMS. Il faut donner à cette femme du tenofovir à partir du 6e mois. Donc, 6e mois, à l'accouchement, l'acte fondamental recommandé par l'OMS, c'est la vaccination du nouveau-né
les 12 heures après l'accouchement. 12 heures. Si c'est les autres nouveau-nés dont la maman n'est pas porteuse de l'antigène HBS, on dit 24 heures. Dès qu'on finit d'habiller l'enfant, il faut le vacciner. Mais à l'accouchement, dans les pays développés, on administre l'immunoglobuline G à la maman. Mais aussi là, il y a un problème. Si la virémie, il y a des paramètres de sang. Si la virémie, la charge virale, on quantifie la multiplication des virus, si la charge virale dépasse 20 000 unités internationales, il faut procéder à ce qu'on appelle la césarienne élective. On verra tout à l'heure que les gynécologues doivent s'impliquer dans la prise en charge des hépatites. Quand la charge virale est très élevée, autrement dit, les virus se multiplient en grande quantité dans le sang de la maman, de la femme enceinte, à 20 000, il faut réaliser une césarienne élective. Non seulement cette césarienne, mais il faut vacciner le bébé dès après l'accouchement. Est-ce que c'est le cas chez nous, par exemple? Et continuer le traitement là. Là encore, ça dépend des pays. Il y en a qui disent quelques semaines, mais quand la femme est positive, la charge virale est à 2000 unités, il faut un traitement. Et maintenant, la phrase est prononcée par les experts du monde entier. J'étais au Brésil il y a 2 semaines. L'hépatite B confirmée se traite à vie. À vie. Toute la vie. Donc, une maman qui a une charge virale supérieure à 2000 unités internationales sera traitée à vie. Parce qu'on a constaté que cette virémie, la multiplication des virus, peut chuter, la charge virale devient indétectable, mais quelque temps après, la virémie rebondit de manière fugace et très grave. Donc, l'expérience du monde entier, des spécialistes du monde entier, a conduit à dire que l'hépatite B doit se traiter toute la vie. Donc, particulièrement chez la femme enceinte, non seulement on s'occupe d'elle pendant la grossesse, on lui soumet. Il y en a qui disent 3e trimestre, mais en Guinée, moi, je donne. Il y a des pays qui disent de donner au 6e mois. À partir du 6e mois, il faut la soumettre au tenofovir. Et si cette femme aussi, dans la famille, même si elle n'a pas c'est-à-dire on ne retrouve pas le virus chez elle, mais dans sa famille, il y a l'hépatite familiale. Papa, maman, un frère de lait a eu un cancer du foie ou une cirrhose du foie due à l'hépatite B, il faut la soumettre au tenofovir. Si on doit soumettre à cette femme un traitement immunosuppresseur, c'est des termes techniques, même si elle n'a pas le diagnostic confirmé de l'antigène, elle n'est pas porteuse, il faut lui administrer du tenofovir. Cela est très important. Donc, une prise en charge spéciale. Alors, on revient tout à l'heure sur les prises termine en avec une femme qui a un enfant, une femme qui a l'hépatite B. L'enfant naît, normalement, la vaccination, première dose, les 12 premières heures, mais il faut vacciner l'enfant 1 mois plus tard, 2 mois plus tard et 6 mois plus tard. Et cela, c'est un schéma international qui varie un peu selon les pays. Et quand l'enfant aussi a moins de 2 kilos, il faut le vacciner en série, parce que normalement, il est prévu de vacciner par un vaccin monovalent et continuer dans le PEV. Mais quand la maman est porteuse, quand la maman a l'hépatite B, il faut vacciner l'enfant dès après l'accouchement, le 1er mois, 2e mois, le 6e mois. Et quand l'enfant aussi a moins de 2 kilos. Donc, il y a un protocole spécial pour une femme atteinte d'hépatite B et qui accouche. D'accord. L'hépatite, en général, est une maladie infectieuse, chronique. Elle représente un problème de santé publique majeur aujourd'hui. Oui. On estime que près de 240 à 260 ou plus des personnes vivent avec le virus. Les chiffres, ça varie, n'est-ce pas? 350 millions. Voilà. 350 millions. Voilà. Donc, des millions de personnes vivent avec ce virus. 600 000 meurent par an. Docteur Diallo, quelles sont les causes réelles de cette maladie? Les causes réelles, il y a d'abord l'ignorance.
l'ignorance. Beaucoup de malades, les 98% des malades ne se connaissent pas malades. Il y a l'ignorance, il y a le manque d'information, il y a le manque de formation du personnel de santé, il y a une indifférence de tout le monde. On pourra parler de ces difficultés-là en détail. Tout à l'heure, oui. Et tout à l'heure. Donc, chez nous, le facteur sexuel, multiplicité de partenaires sexuels, la polygamie mal gérée. Vous avez 3 femmes, 4 femmes, une femme, 2 femmes sont jetées au village au profit de la Konikuta. Et ces femmes au village là vont contaminer, vont avoir besoin d'un homme. Le premier qui se présente, il a l'hépatite, il a le sida. Vous allez au village, un décès, une cérémonie, vous allez coucher avec votre femme, vous ramenez l'hépatite. Il y a des problèmes au niveau national. Bon, ce que vous appelez, moi, ce que j'appelle la prostitution, il y a une prostitution officielle, il y a une prostitution officieuse dans les bureaux. Et une jeune femme pour avoir un stage, pour avoir un travail, bon, je ne sais pas, je n'affirme pas, mais je suppose beaucoup de... C'est les possibilités. Voilà. Les étudiantes, les élèves, les lycéennes parlent de notes sexuellement transmissibles. Les professeurs qui poussent leurs filles, leurs étudiantes... Pour rehausser les notes. Les notes. On en parle. Donc il y a tous ces problèmes-là. D'accord. Et pour en parler, donc, nous suivons actuellement, moi, une ONG SOS Petite Guinée, nous avons 1076 patients que nous suivons. 1076 patients que nous suivons, soit ces patients ont le virus dans le sang, ils ne sont pas malades, parce ce qu'on appelle portage chronique, soit c'est des malades qui sont sous traitement ou qui doivent avoir un traitement et ils n'ont pas les possibilités. Parce qu'il y a un problème de diagnostic, ça coûte très cher. L'appareil qui fait la charge virale, c'est 300, 400 millions. Est-ce qu'on en a chez nous, par exemple? Il y a une dame très courageuse, bravo aux femmes, il y a une dame qui s'est permise de trouver un appareil et la charge virale se fait, rien que le réactif, elle nous dit que c'est 50 millions qu'elle prend ça avec l'Institut Pasteur. Donc c'est très cher. Donc les pauvres, actuellement, nous avons cette semaine, nous avons reçu un bébé de 2 ans et demi avec une charge virale de 8. Et à 2 déjà, on commence à traiter. Mais l'enfant là, à 8, son manque est à 6. Il n'a pas été pris en charge à l'accouchement. Ce n'est pas diagnostiqué. C'est pour vous dire que le problème est très sérieux et très grave dans notre pays. Parce que nous avons des enfants. J'ai un poster, j'ai oublié de l'envoyer, un poster d'un enfant de 8 ans que j'ai présenté à Sao Paulo. Les gens m'ont dit, il n'y a pas assez d'hépatite chez les enfants. J'ai dit oui, en Gambie, 98% des enfants sont vaccinés contre l'hépatite B. Donc en Gambie, ils ne pourront pas avoir assez de cas de cancer des enfants avec l'hépatite B. Dans les autres pays développés, l'hépatite B n'est plus un problème de santé publique. Eux, ils parlent d'hépatite C. Ça a d'ailleurs été mon intervention à Sao Paulo. Donc, les enfants naissent avec l'hépatite de leur maman. Un bébé de 2 ans et demi, lui, il fera une cirrhose et un cancer très tôt. Très tôt. Donc, ce qui veut dire que, je l'ai dit, chez nous, l'ignorance, le manque d'information, manque de sensibilisation aussi. Oui, l'indifférence de tout le monde, l'indifférence, heureusement pas des journalistes, l'indifférence de toute la population, des sociétés civiles, des partis politiques, de tout le monde, des médecins, parce qu'il y a des grands médecins qui meurent en Guinée d'hépatite. Beaucoup de médecins, beaucoup de personnels de santé restent touchés par l'hépatite B. Ils sont en contact avec le matériel de santé, voilà, c'est le premier groupe en contact direct avec le sang également. Les gynécologues, les dentistes, donc tous les médecins. Les infirmiers. Il y a la pauvreté. La pauvreté joue beaucoup. Parce qu'avant, la charge virale se faisait à Dakar ou au Maroc. Il y a la moralité. On verra tout à l'heure qu'un programme national de lutte contre les hépatites a été élaboré et validé à Kindia depuis 2016. Ce programme-là est bloqué quelque part. On en parlera tout à l'heure. Et suspendu, pas bloqué. On est voyons ça en détail. Alors, d'accord. Personnel de santé, premier groupe à risque. Les malades. Ils sont malades
il y a des porteurs chroniques des médecins. Des médecins, de grands médecins qui meurent d'hépatite. Et tout le pays, à ma connaissance, nous ne sommes que 4 médecins seniors, c'est-à-dire des vieux médecins hépatogastro-entérologues qui pourront prendre en charge les hépatites. Plus maintenant, alors, une dizaine de jeunes formés à Abidjan. Vous avez dit les vieux médecins et la relève, comment est-ce qu'on fait? Moi, je forme déjà actuellement 6 jeunes. Il y a des jeunes qui reviennent d'Abidjan, du Maroc. Donc, une dizaine de jeunes, plus les 4 médecins-là. Ce qui veut dire que c'est très peu. Et le problème, ce sont des médecins généralistes et des infectiologues, les médecins qui sont aux maladies infectieuses, qui s'accaparent de ce programme et qui font quelques problèmes. Parce qu'il y a quelques problèmes actuellement, avec la sensibilisation à la RTG, au niveau des différents médias, tout le pays, les jeunes médecins, les médecins nous envoient les malades. Mais il reste quelques difficultés au niveau de 2 services, des 2 hôpitaux nationaux. Les services de médecine donc à Ignace Dine, il y a quelques médecins qui persistent encore à donner le Mepacure, à donner l'immunoplex, des médicaments qui sont plus obsolètes. Les médecins qui prescrivaient le Mepacure sont à la justice en France aujourd'hui. Et ces médecins-là encore font une erreur. Le Truvada, c'est arrivé qu'on donne pour l'hépatite B. Ça contient de tenofovir. Mais il y a des médecins qui donnent ça à ceux qui ont l'hépatite C. C'est très grave. L'hépatite C, il y a un autre traitement. Mais dans la confusion, dans la mêlée, eux, ils prescrivent du Truvada à des médecins, à des malades qui ont l'hépatite C. Donc, quelques difficultés. Donc, ce qui veut dire que la prise en charge des hépatites, il faut une spécialité dans la spécialité. Il faut apprendre, que tu sois généraliste ou infectiologue. Il faut, même l'hépatogastro-entérologue. Moi, après mon doctorat en Slovaquie depuis les années 91, j'ai fait Paris, j'ai fait Marseille, j'ai fait Nantes, j'ai fait des formations au Maroc, au Liban. Donc, mes jeunes aussi font des formations à Abidjan et au Maroc. Il faut une formation spéciale pour prendre en charge... Pour être hépato-gastro-entérologue. Pour prendre en charge surtout les hépatites. Les hépatites. Donc, il faut connaître le foie, les maladies du foie, les différentes techniques d'exploration du foie. Et il faut connaître le traitement. Et le schéma, là, chaque pays a son schéma. L'Europe propose des lignes directrices, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, la Chine, mais chaque pays doit adopter ou adapter selon le consensus, selon l'expérience des malades et pour prendre en charge, pour faire le schéma. Regardez, moi, il y a des cas en Guinée. Nous avons des Guinéens qui ont des moyens, qui vont en France, ils reviennent ici avec 5 logs. Mais en France, à 5 logs, dans tous les pays, si vous n'avez pas la nationalité française ou sénégalaise ou marocaine, le comité national qui élabore, qui donne ce médicament, on ne vous donnera pas ce médicament en France, au Sénégal ou au Maroc. Donc, ils se promettent avec 5 logs alors qu'ils devraient avoir le traitement depuis longtemps. Il y a des malades en Guinée. Normalement, à 2 logs, on commence à voir si tu n'as pas la céatose ou la cirrhose. À 2 logs, normalement, il faut voir si tu ne dois pas prendre le traitement. Mais nous avons eu des cas à 1,71 logs. Normalement, ils n'ont pas droit au traitement. Mais ils vont au Sénégal. Ils subissent le fibroscan, l'appareil qui met en évidence l'élasticité du foie, la morphologie du foie. Il était à F2. F2, il faut prendre le traitement. Donc, nous avons en Guinée la charge virale qui est basse, mais déjà le foie est entamé. Donc, ce qui veut dire que notre expérience, quand la charge virale est 2, aux environs de 2, il faut explorer les autres techniques pour connaître, pour mettre le malade là sous traitement. Et il y a un autre facteur. Il y a des porteurs du virus de l'hépatite B qui sont demandeurs de traitement. Moi, j'ai été reproché ici par des malades parce que ce n'est seulement un an seulement que Dr Penda, parce qu'il s'agit d'elle, a commencé à faire la charge virale. Les malades m'ont dit, ah, ma charge virale est élevée, pourquoi? Avant la charge virale, vous ne m'avez pas mis sous traitement. Maintenant, dans les schémas,
il y a ce qu'on appelle le demandeur. Moi, j'ai le virus, l'antigène HBS dans mon sang. Je peux demander, je dis, docteur, soumettez-moi au traitement, même si la charge virale n'est pas faite ou elle est normale. Donc, le demandeur. Et ce qui veut dire que les lignes directrices internationales ou de l'Afrique de l'Ouest doivent être adaptées selon les malades, selon le comité. Il faut un comité national en Guinée technique dans ce programme. Et c'est lui qui va voir, étudier, avoir un consensus national. Quel chemin adopter chez nous? Il faut des hépatogastro-entérologues, il faut des biologistes, il faut des gestionnaires de santé, mais qui sont honnêtes. Et cela est très important. Alors, parlons de la population générale. Pourquoi il y a les hépatites chez nous? Vous savez que c'est le manque d'information, l'ignorance. Parce que chez nous, il y a dans les différentes langues nationales, dans Dawali en Soussou, comment on dit, dans Newel en Polar, en Malinké c'est Saï, Sei ou Saï. Bon, traditionnellement, quand vous avez Saï ou je ne sais pas Saï, c'est la pharmacopée, il ne faut pas prendre des piqûres. Et là, même les intellectuels, il y a l'ictère. Non seulement, ce n'est pas l'hépatite seulement qui donne l'ictère, il y a la drépanocytose, il y a le palud grave, il y a les hémorragies, il y a l'insuffisance cardiaque, il y a l'insuffisance rénale. Donc, il y a beaucoup de maladies qui peuvent donner la coloration jaune des yeux. Donc, il faut faire le diagnostic différentiel. Et eux, dès qu'il y a jaunisse, non, il ne faut pas aller à l'hôpital. Ça se traite à domicile. À domicile. Maintenant, ce problème de partenaires sexuels multiples, soit officiellement ou officieusement, et on verra même ce problème-là avec les viols. Tout le temps, il y a des viols, des jeunes filles, des vieilles. Et le problème, il y a un problème au niveau des corps habillés. Des corps habillés, militaires, ainsi de suite. Et là encore, je me pose la question, si c'est les femmes qui aiment les militaires, les hommes habillés, ou si c'est l'inverse. Mais il y a des problèmes très sérieux. Il y a beaucoup de cas d'hépatite dans le corps habillé. Et nous travaillons avec les médecins de l'armée, des différentes armées, pour circonscrire, comme on dit, pour traiter le problème. Parce que là, il y a deux discriminations entre eux. Vous savez que l'hépatite B, on a dit que la sueur, le sang, quand ils s'entraînent au karaté, ils se blessent, il y a la sueur. Donc, quelqu'un qui a mangé le virus, je m'entraîne avec quelqu'un, frottement du corps, la sueur, les blessures. À l'internat, il y a les slips, il y a les serviettes, il y a les brosses à dents, il y a le savon, il y a les éponges. Le contact est trop rapproché. Intime, très rapproché. Donc, ils se contaminent. Maintenant, quand il faut le dépistage, pour aller faire la formation, il faut le dépistage. Si moi, par exemple, j'ai le virus, souvent, il y a des chefs qui disent « Toi, tu ne dois pas faire la formation ». Ça, c'est une discrimination à abandonner. Donc, il y a des petits problèmes qui surviennent, mais on arrive à les surmonter. Maintenant, il y a une discrimination internationale. J'ai eu des commandos qui devraient aller faire de la formation aux États-Unis, en Chine, qu'on a retourné. Parce qu'ils ont le virus de l'hépatite B dans le sang. Les gens qui doivent réciter le Coran, qui vont en Arabie Saoudite, ils sont renvoyés par l'Arabie Saoudite, tous les pays arabes. Pourquoi? Parce que l'hépatite B est très contagieuse, ils ne reçoivent pas les maladies qui ont l'hépatite B. Et même ici, la Chine, il y a une entreprise chinoise ici, qui au début renvoyait les travailleurs ayant l'hépatite B. Là, grâce à Dieu, le centre médical sino-guinéen et notre ONG, nous avons pu conseiller pour que ces agents ne soient pas renvoyés. D'accord. Alors, on continue. Professeur, malheureusement, on n'a pas un élément pour soutenir ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau. Alors, vous avez parlé les modes de contamination, modes de transmission, mère et enfant, dès après l'accouchement. Alors, même dans le ventre, on peut contaminer l'enfant. Alors, quand on est pas en grossesse, pas les femmes en général, quels sont les signes premiers qui interpellent un individu à aller très rapidement dans un centre de santé pour se faire dépister? Qu'est-ce qui motive aujourd'hui Ça, c'est une grande question. D'accord. Ça, c'est vraiment la plus grande question. Parce que l'hépatite B n'a pas de signes spécifiques. Je vois un malade, il a l'hépatite B. Physiquement, il est bien portant. Mais quelqu'un qui a souvent la grippe,
qui a une petite fièvre, régulièrement, oui. régulièrement, qui est perfusé, qui est pris pour un cas de palu-typhoïde en Guinée, qu'on perfuse 3 fois par mois, un monsieur ou une dame ou une jeune femme qui est fatiguée, nous avons une dame, même le manger, c'est son mari qui lui apporte le manger dans le lit. Donc, cette grippe-là, cette fatigue-là, de douleurs musculaires, de douleurs articulaires, avant l'apparition de la jaunisse, des yeux jaunes, ce sont des signes qui doivent attirer le médecin, au lieu de se mettre à perfuser. Ah, monsieur, madame, vous avez palu-typhoïde, perfusion, tel. En général, ils continuent toujours à perfuser. Malheureusement. Ils continuent toujours à perfuser. Ça doit attirer l'attention du médecin. Bon médecin, il faut le dire. Même des infirmières, du personnel de santé pour chercher l'hépatite. Maintenant, le problème, c'est que même les laboratoires, il y a une méthode indirecte. Méthode directe là, il y a des faux négatifs, des faux positifs. Mais une fois, franchement, que vous ressentez que vous avez une fatigue, évidemment, je ne parle pas d'un vieux gars qui a 5 femmes quand même. Hein. Il est fatigué. Mais vous avez une fatigue, vous êtes tout le temps arrumé. Depuis 20 ans, on vous dit que vous avez une typhoïde. 20 ans, en Guinée, c'est possible. Oui, c'est possible. Allez mais vous tester, dans certains pays, docteur Diallo, typhoïde, on n'en parle plus. Hein? Oui, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Pourquoi? Parce que le vidal que nous continuons à faire ici, je l'ai dénoncé depuis 10 ans. Je le dénonce. Il faut qu'on l'abandonne. Donc, la fatigue, le syndrome rhumatismal, de douleurs articulaires, de douleurs... et il y a autre chose avec l'hépatite E, les avortements à répétition. Ou bien les tableaux de choléra, de typhoïde, d'Ebola. Il y a eu des cas de diarrhée, de vomissement à Sigiri. Le sang a été prélevé, envoyé à Dakar. On pensait à Ebola, on pensait au choléra. C'est pas le cas. Hépatite E. Je l'ai signalé à Sao Paulo, quand on a donné la carte mondiale des hépatites E, j'ai ajouté la Guinée à l'hépatite E. Et combien de cas de diarrhée dû à l'eau souillée? Combien de cas de diarrhée, de vomissement dû à la mauvaise nourriture, souillée? Donc, tout cela doit... Mais la fatigue, douleur musculaire, douleur articulaire, mais surtout, quand vous avez les yeux jaunes... Grippe à répétition également. Quand vous avez les yeux jaunes, quand vous avez les urines foncées, quand vous avez les selles décolorées, c'est-à-dire des selles blanches, consultez un spécialiste. Consultez un spécialiste. Et la grossesse, normalement, on doit faire dans le bilan prénuptial. Je sais que les mariés sont pressés, bon, mais dépistez-vous. Les maris sont pressés. Et alors, je demande à tous les Guinéens, à toutes les Guinéennes de se dépister à l'hépatite B, à l'hépatite C. À tout le monde. Même avant le mariage et lorsqu'on est... Même normalement. On a une grossesse. Même normalement. Alors, docteur Diallo, vous avez parlé des enfants qui sont prédisposés à contracter, à avoir cirrhose et cancer. Bon, vous n'avez pas cité le cancer, mais les enfants qui sont prédisposés à contracter rapidement le cirrhose du foie, vous l'avez dit, hein, cirrhose et cancer. Alors, pour les adultes, quels sont les facteurs favorisants à lever rapidement, à l'évolution rapide du cirrhose et du cancer du foie? L'Alliance mondiale contre les hépatites envoie régulièrement des spots publicitaires. Je l'ai dit une fois il y a longtemps, mais c'est le signe de 3 singes. C'est l'indifférence. Je ne vois rien, je n'entends rien et je ne dis rien. Ça s'applique en Guinée, mais on n'ose pas le dire. C'est l'indifférence, ce que je dis, l'indifférence de tout le monde. Du personnel de santé, de la population, des députés, des partis politiques, toute la société civile. Alors la population guinéenne en général, hein? L'indifférence de tout le monde. L'indifférence, soit par manque d'information, soit par par ignorance, ou bien par négligence. Il y a des gens qui ont les yeux jaunes, mais ils continuent dans le traitement traditionnel. Parce qu'il y a des plantes quand même qui peuvent faire disparaître la jaunisse, mais le virus est là, il se multiplie. C'est à l'intérieur. C'est comme si vous supprimez une maison brûle à l'intérieur. Vous décorez supprimez la fumée, mais
le feu continue à l'intérieur avec les brindilles. Et cela est très grave. important. C'est grave, oui. C'est grave. Et au niveau de la jeunesse, par exemple, sur les 1076... Très rapidement, docteur, on va parler des traitements et comment préserver son foie. Et puis, vous avez certainement des messages à faire passer. Donc, allez-y rapidement avant la deuxième partie de l'émission. La prévention. La prévention, d'abord, commence au niveau de l'hôpital. Le médecin, le personnel de santé doit prendre toutes les dispositions. Ne pas piquer n'importe comment. Utiliser uniquement du matériel, si ce n'est pas jetable, stériliser, désinfecter, stériliser selon les normes internationales. Après usage, jeter. Après usage, si c'est jetable, jeter. Les fibroscopes, ceux qui font des fibroscopies, il faut nettoyer le fibroscope. Les gens qui ont des chirurgiens dentistes, ne pas réutiliser la même aiguille pour anesthésier les dents. Les gynécologues ne doivent pas faire des accouchements avec des gants poreux. Les chirurgiens, les dentistes, tout le personnel de santé. Ils sont plus exposés. Se laver les mains après chaque acte médical. Avec le savon. Hein? Avec le savon. Et au niveau de la population, les hépatites, c'est d'abord l'hygiène des mains, l'hygiène de ce qu'on mange, l'hygiène de son milieu, l'hygiène de la ville, l'hygiène de toute la ville, de ce qu'on mange. Les vendeuses, cela est très important. Alors, docteur Ndouria, si vous parlez des vendeuses en Guinée, cette tranche de la population n'est pas consciente vraiment quand on fait des frites, comme on appelle, pas des frites, des chips faits à la base de alocos, des beignets, les gâteaux, tous ces... C'est pas interdit de vendre. Moi, je n'ai pas dit de vendre. Mais il faut protéger quand même. Il faut protéger. Ça, je pense que c'est les mairies qui doivent prendre ces dispositions. Normalement, franchement, vraiment, c'est un bon message à l'endroit des vendeuses. Je pense que si les gens qui s'occupent de salubrité, là, il ne faut pas qu'ils viennent avec des gendarmes. Ça effraie les gens. Venir d'abord sensibiliser. Parler, maman, ce que vous vendez là, c'est bien doux. Mais il y a des mouches à côté. On avertit auprès, on punit. Mais il y a des gens qui viennent manger aussi. Je vois des gens manger à côté des fosses septiques. Ou bien avec les fosses à Madina. Il y a une femme qui vend le riz. Oh, celle-là a des clients. Les gens nettoient. Voyez la femme. Donc, les gens, la pauvreté, l'hygiène. Tout le monde. Là, ce n'est pas l'État, hein. C'est tout le monde qui doit prendre conscience de ce fait-là. Et cela est très important. Alors, maintenant, il y a un autre problème. Franchement, moi, je voudrais insister sur ce problème de sexe-là. Il faudrait que la jeunesse sache. Par exemple, nous, 20 à 30 ans, c'est eux qui prédominent parmi les 1076 cas que nous suivons. Il faut que les jeunes se gardent jusqu'au mariage, chasteté jusqu'au mariage et la fidélité. Franchement, il faut être fidèle à sa femme. Si une femme ne suffit pas, 2, 3, mais soyez fidèles à vos femmes. Et puis n'abandonnez pas les femmes. Donnez-leur leurs droits. C'est ce que Dieu dit à l'islam, c'est ce que vous les femmes dites. Non, franchement, parce que... Je suis d'accord. Et les étudiants, les élèves, qu'elles refusent les notes sexuellement transmissibles. Il faut se protéger, il faut se prévenir, il faut se marier. Si vous ne pouvez pas rester sans faire de sexe, mariez-vous. C'est très simple. Et là, c'est très important. Oui. C'est un bon message aussi à l'endroit des jeunes qui nous regardent à travers la chaîne Leader. Oui. Alors, le traitement très rapidement. Et puis, docteur, avant les traitements, vous avez parlé des commandos qui doivent aller, par exemple, en formation. Ici, sur ce plateau, on recommande, les médecins qui passent sur ce plateau recommandent, vous l'avez dit, alimentation saine équilibrée. Dans nos repas, dans le menu, il faut inclure les fruits pour que ça soit équilibré. On demande d'associer à cela des activités physiques régulières. Pour les militaires. Non, régulières. Oui. Est-ce que vous, par exemple, un porteur de virus hépatite ABC, etc., vous recommandez ici, vous les conseillez de faire de l'exercice physique intense parce que vous êtes mieux placé que quiconque pour répondre à cette question. Voilà, vous avez beaucoup de questions là. Vous êtes vraiment une grande journaliste. Alors, d'abord, quelqu'un qui a le virus, il y a 3 grandes étapes dans la maladie. Quelqu'un qui a le virus dans le sang, mais il n'est pas malade. On l'appelle porteur sain. Lui, il peut. Il est dangereux pour l'entourage. Mais il ne souffre de rien. Mais à partir du moment où il commence à être fatigué, et la maladie
Là, il peut pas, lui-même, il ne peut pas faire des activités. D'accord. Maintenant, quelqu'un qui est dans la phase de complication, il a le gros ventre, il a de l'eau dans le ventre, d'accord. il a la cirrhose, il a le cancer, lui, il est couché à la maison. D'accord. Mais il faut, le recrutement au niveau de l'armée, il faut qu'ils incluent le test de l'hépatite B, de l'hépatite C, avec les numéros recrues. Je n'ai pas dit de ne pas recruter quelqu'un qui a l'hépatite. Très bien. Mais il faut les suivre à part. Dans leur formation, ils vont s'entraîner entre eux. Quand ils vont au camp Alphaya ou bien je sais pas, à Manéa, le groupe va rester dans la même salle, ils vont manger ensemble, dans l'entraînement. Cette question, je pense que c'était par les rapport rejeter. à l'activité physique intense, peut-être. S'ils ont l'hépatite, ils seront fatigués, ils ne seront pas à mesure. Voilà, mais s'ils sont porteurs, il faut faire du sport normalement. Bientôt, le numéro est déjà affiché au bas de l'écran avant de prendre ce premier appel. Alors, le traitement très rapidement, docteur Ndouria. Le traitement, quelqu'un qui n'a que le virus dans le sang, porteur sain, on le suit. D'accord. Quelqu'un qui a la charge virale à 2000 unités internationales, on le soumet au tenofovir. Quelqu'un qui a une cirrhose, on ajoute le traitement de la cirrhose au tenofovir à vie. Et cela est très important. Et il faut le suivre. Il a le tenofovir, mais il faut suivre l'évolution de la maladie dans le foie. Il y a des paramètres qui n'existent pas en Guinée. Le fibroscan, l'appareil n'existe pas en Guinée. Il y a ce qu'on appelle l'indigénémie. Si par exemple la charge est indétectable, il faut faire le dosage quantitatif. Et ça ne se fait pas en Guinée pour le moment. Et on parlera de ce projet-là et on fera va prendre des appels. Cet appel. Allô? 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 Bonsoir, monsieur. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, comment vous appelez? Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, très bien. Éloignez-vous, il y a du bruit autour de vous. Éloignez un peu de votre téléviseur, il y a du bruit. Alors, il est parti. Donc, je disais, tenofovir, mais le suivi. Le suivi celui qui n'a que le virus. Le virus, vous savez, le virus peut dormir. 90% des malades qui contractent le virus guérissent spontanément grâce à la volonté de Dieu. Seuls 10 à 15% des porteurs évoluent vers une cirrhose, vers un cancer. Donc, il faut suivre les porteurs chroniques par des mesures tous les 6 mois, les transaminases, l'échographie du foie. Et une fois que vous êtes sous traitement, parce que là, il y a une question. Le meilleur professeur de gastro marocain nous dit, une fois lors d'une formation... Rapidement, oui. Et c'est l'échographe. Il doit être un hépatogastro-entérologue qui a l'expérience. C'est lui seul qui peut retrouver un petit cancer dans un foie cirrhotique. Donc, il faut rechercher un cancer dans la cirrhose, dans le suivi. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô, bonjour, madame. Oui, comment vous vous appelez? Je m'appelle monsieur Sissé Ousmane. D'où vous nous appelez? Rapidement, votre question. Il y a trop de bruit, on ne vous entend pas bien. Je vous appelle de Bonfille. Alors, votre question. Allô? Allô, nous vous écoutons. Posez votre question. Voilà, quand on a l'hépatite B, quels sont les produits que l'on doit prendre? Quels sont les produits qu'il doit prendre? Les produits, hein? Messieurs, quand vous avez l'hépatite B, ce n'est pas vous qui le dites. Vous venez voir le spécialiste. Comme vous prescrivez. Non, confirmez d'abord. J'ai dit que ici, généralement, quand on a l'antigène HBS, les gens disent automatiquement qu'ils ont l'hépatite B. Ce n'est pas vrai. Je viens de dire que 90% des gens qui ont le virus de l'hépatite B dans le sang ne sont pas malades. On les appelle porteurs sains, heureusement. Et grâce à la volonté de Dieu, le virus là peut s'éliminer spontanément au cours du temps. Seuls 10, parfois on dit un malade sur 10, parfois on dit 15 à 25% des porteurs du virus vont faire une hépatite, une cirrhose, une hépatite chronique, une cirrhose, après 30 ans un cancer. Donc,
Vous venez voir le spécialiste, venez voir notre ONG. Alors, nous sommes la seule le structure numéro, qui s'occupe de ça. le numéro, c'est le 628. Ça va s'afficher peut-être ou c'est déjà affiché. Le 628 76 76 46. C'est le numéro du médecin. Oui. Et le 676 01 02. Peut-être que le numéro est déjà affiché. Et il ne doit pas prendre les médicaments traditionnels. Voilà. Et il ne doit pas avoir des médecins aussi. Il ne doit pas prendre ce qu'on appelle le Mépacure, l'immunoplex, ou bien il y a des gens qui vendent n'importe quoi, des Indiens, tout ça là. Il faut venir là voir SOS Petite Guinée. Nous nous occupons très bien. Nous avons déjà l'expérience depuis 2012. Nous avons l'expérience de cette prise en charge. Ok. Allô? Allô? C'est parti. Je rappelle, chers téléspectateurs, que nous avons sur ce plateau Dr Abdraman Djouria Diallo, hépato-gastro-entérologue, PhD. PhD, hein? Voilà. Enseignant à la faculté de médecine de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, membre de plusieurs organisations mondiales de lutte contre les hépatites et président de l'ONG SOS Hépatite Guinée. Nous allons prendre... Allô? Allô? Alors, le numéro aussi est parti. Avant, je vais poser cette question avant... Allô? Mais qu'est-ce qui se passe, docteur? Allô? Allô? Ah, bonsoir, monsieur. Bonsoir, ça va? Très bien. Comment vous vous appelez? Votre nom, s'il vous plaît? Ça aussi, c'est parti. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Comment vous vous appelez? C'est Fatmata Traoré. Depuis, vous appelez d'où? J'appelle de Makoto. Nous vous écoutons, madame Traoré. S'il vous plaît, je voulais demander à docteur. Le traitement, il parle de tenofovir simple ou associé à l'amivudine. Ah oui, une très bonne question. Et voilà. Vous savez, actuellement, je vous ai parlé tout à l'heure, là, il y a des infectiologues qui se font... passer par hépato. Voilà. Il y a des pays avant. Vous savez, tout est ligne directrice. Avant que les gens donnaient l'amivudine, il y a un malade qui s'est permis de prendre de la lamivudine. Il a été hospitalisé pendant 1 mois en dermatologie. Il avait le corps de caïman. La lamivudine ne fait plus partie du traitement. L'OMS recommande le tenofovir ou l'entecavir. Point très. D'accord. La lamivudine est abandonnée, madame. Mais dans le vieux schéma, vous savez, j'ai dit que c'est un schéma qu'on adapte régulièrement quand on se rend compte et la lamivudine est abandonnée parce qu'elle donne une résistance très rapide. Elle installe une résistance au virus. On a touché, disons, toutes les grandes parties de cette émission, la manifestation, mode de traitement, etc. Oui. Très rapidement, docteur Djourias, nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez envie de faire passer un message, un appel à lancer, des recommandations à faire, des conseils? C'est beaucoup de questions à la fois. Prenez celle qui vous intéresse. Je lance un appel au personnel, d'abord, au personnel de santé concerné. Nous sommes le premier groupe à risque. Sachons que nous sommes exposés. Ne négligeons pas ces hépatites. Et prenons soin des instruments, ainsi de suite. Et aux médecins qui refusent d'accepter le schéma moderne, de l'accepter. Ceux qui veulent traiter les hépatites, ils n'ont qu'à faire une formation. Médecin généraliste, infectiologue, on ne prend pas en charge les hépatites comme ça. Il faut la formation. La prise en charge des hépatites, c'est une formation dans la formation. L'appel aussi à tous les Guinéens, il faut arrêter d'évacuer les malades à 50 000 €, à 200 000 €, les gens qui ont le cancer, la cirrhose. Il faut arrêter les mauvaises croyances. L'appel aux leaders religieux, aux partis politiques, à toutes les sociétés civiles, de s'impliquer dans l'information, dans la formation, dans la prise en charge des hépatites.
aux députés, je suis prêt à aller défendre les hépatites au ministère de la Santé, à l'Assemblée nationale, au cabinet du Premier ministre, partout où besoin sera. Et je lance un appel aux différents chefs d'état-major pour qu'ils prennent les dispositions pour ne pas qu'il y ait discrimination et dans leur rang, et surtout de garder aux chefs d'état-major interarmes de s'occuper de ce problème, d'épicer les cas dans les différents corps, de s'occuper d'eux, d'envoyer de médecins se former pour la prise en charge des hépatites. Mais le dernier appel, franchement, je vais humblement supplier son Excellence, Monsieur le Président de la République, afin qu'il nous débloque le premier plan stratégique national de lutte contre les hépatites, élaboré et validé à Kindia, afin que ces patients soient pris en charge parce qu'ils sont désemparés. Oui. Moi, je suis désemparé avec mes jeunes. Et je pleure. Avec les malades en même temps. Je pleure avec un enfant de 2 ans et demi, une cirrhose. Quoi faire? Comment faire? Comment faire? Merci beaucoup. Comment faire? C'est le dernier mot de notre invité. On va prendre ce dernier appel. C'est possible, la régie? On peut prendre un appel? D'accord. Un dernier appel avant de clôturer cette émission. C'est fini. Allô? Allô? Allô, oui? Bonsoir, madame. Très rapidement, madame, nous n'avons plus de temps. La question, s'il vous plaît. Je voulais parler à la députée. Vous voulez? Parlez, il vous écoute. Allez-y. Allô? Allez-y, il vous entend. Allô? Oui, allô? Oui, nous vous écoutons. Posez la question. Alors, malheureusement, cette dame voulait poser une question, mais malheureusement, on ne l'entend pas. Il y a du bruit. Comme il y a mes numéros, il pourra m'appeler à tout moment. Alors, le numéro est affiché au bas de l'écran. Pour le joindre, le numéro est déjà affiché au bas de l'écran. Nous avons fini pour cet après-midi. Je rappelle, chers téléspectateurs, que nous étions avec Dr Abdrahmane Douria Diallo, hépato-gastro-entérologue PhD, enseignant à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, membre de plusieurs organisations mondiales de lutte contre les hépatites, président de l'ONG SOS Hépatite Guinée. C'était tout pour ce dimanche. Merci, Dr Diallo, d'avoir accepté notre invitation, d'éclairer nos inquiétudes par rapport à cette maladie qui est un problème de santé publique majeur. Alors, vous serez là prochainement bienvenue dans cette émission pour encore parler de cette pathologie. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne tous les dimanches pour la réalisation de cette émission. Il a dit, je répète, prenez soin de votre environnement, de votre alimentation, alimentation équilibrée, saine. Hein? Associé à cela de l'activité physique, moins de stress et surtout garder le sourire quoi qu'il arrive. On se retrouve la semaine prochaine si Dieu le veut bien. Merci et à très bientôt. Merci.